Disclaimer. Cette émission a pour but de donner la parole aux professionnels de la petite enfance, ainsi qu'aux parents. Soyez les bienvenus sur SOS Petite Enfance. Bon visionnage. Bonjour Solange. Bonjour Maria. J'espère que tu vas bien. Très bien. J'aimerais que tu te présentes pour les personnes qui ne te connaissent pas. Alors voilà, je suis Solange Nkekombo. Je suis éducatrice de jeunes enfants et directrice de structure de la petite enfance. Et je suis également auteur du livre Papa, Maman, je suis moi, ainsi que Mon enfant à la crèche. Je suis aussi co-auteur du livre Et si je mourais demain. Voilà. D'accord. Donc, aussitôt arrivée dans la petite enfance, aussitôt écrivante. Alors là, j'écris depuis vraiment longtemps et en fait, c'est la parution qui a retardé et j'écris beaucoup. D'accord. J'écris beaucoup et c'est depuis 2017 que j'ai commencé à faire sortir les livres petit à petit. J'en ai une dizaine déjà, mais là, je sors un après l'autre. Donc voilà, là, j'en suis à 2 pour moi-même et un que j'ai écrit avec, suite à un concours littéraire. On est 36 à avoir écrit un même livre sur le thème de « Et si je mourais demain ». D'accord. Et j'aimerais d'abord que tu nous expliques un peu ton parcours. Quel est ton parcours dans la petite enfance? D'où tu viens? Comment tu as commencé? Et où est-ce que tu veux en venir? Enfin, jusqu'à où tu veux arriver? Ben alors, à la base, moi, j'ai fait informatique de gestion. Voilà, donc voilà. Et j'avoue que ça m'emballait plus. Ça m'a jamais emballé en fait. Je l'ai fait parce que, bon, vu mon âge, c'était à la mode l'informatique à notre époque. Hein. Oui. Bon, donc voilà, je suis allé parce que tout le monde faisait l'informatique. L'outil, l'ordinateur était un peu, voilà quoi. Du coup, je suis allée pour ça, mais j'aimais pas vraiment ça. Et depuis toute petite, ce que j'aimais faire, c'était m'occuper des enfants. D'accord. Voilà, les voir grandir, c'est vraiment un truc, c'était vraiment bien pour moi. J'aimais beaucoup ce métier. Et finalement, après avoir travaillé plusieurs années, voilà, dans le cosmétique, dans plusieurs choses, et j'ai fini par me dire, bon, il est grand temps que je fasse ce que j'aimerais vraiment faire. Ce qui serait bien pour moi, finalement, je me suis dit, bon, la petite enfance, c'est ce que j'ai toujours aimé. Bon, je vais me lancer dans la petite enfance. Et j'ai regardé ce qu'il y avait dans la petite enfance. J'ai voulu me lancer dans la petite enfance sans savoir ce qu'il y avait réellement, quels sont les diplômes de la petite enfance. D'accord. J'ai regardé par rapport à mon parcours, ce qui était intéressant, c'était éducatrice des jeunes enfants. Et quand je me suis renseignée, c'était 4 ans d'études à l'époque. Maintenant, je pense que c'est 3 ans. Oui. 4 ans d'études. Et alors, 4 ans d'études, non, j'avais plus envie de faire 4 ans d'études et tout. Et finalement, on m'a dit, mais bon, sinon, si tu veux vraiment travailler auprès des enfants, il y a CAP Petite Enfance qui prend 9 mois. Tu peux faire, j'ai dit, bon, comme j'aime bien être légitime dans ce que je fais, du coup, j'ai fait un CAP Petite Enfance. J'ai commencé à travailler autant que CAP Petite Enfance. D'accord. Voilà. Et t'as travaillé pendant combien de temps en tant que CAP avant d'entamer tes études en tant qu'éducatrice de jeunes enfants? Alors, j'ai travaillé autant que CAP de 2013 à 2019. 2013 à 2019. Une longue voilà. expérience quand même. Oui, une longue expérience. Pendant que je travaillais en tant que CAP Petite Enfance, j'ai écrit Papa, Maman, je suis moi. D'accord. C'est là où j'ai écrit mon premier livre. Et ensuite, j'ai fait une VAE, justement, pour devenir éducatrice de jeunes enfants. Et voilà. Et j'avoue que j'ai très peu travaillé autant que sur le terrain en tant qu'éducatrice de jeunes enfants. J'ai travaillé, mais parce que même étant CAP, je ne vous cache pas que je jouais vraiment le rôle d'éducatrice de jeunes enfants. D'accord. Parce qu'il y a eu un manque de personnel, enfin... Oui, il y a eu aussi ça. Il y a eu un manque de personnel et par rapport à mon expérience aussi. Oui. Voilà. Tu te sentais oui. plus dans la place d'une éducatrice de jeunes enfants qu'une Exactement, petite enfance. exactement. Parce qu'en écrivant le livre, je fais beaucoup de recherches, je lis beaucoup et du coup, je me formais autant qu'éducatrice de jeunes enfants en étant, voilà, en étant CAP Petite Enfance en fait. Et du coup, sur le terrain, j'ai travaillé très peu autant qu'éducatrice et on m'a proposé un poste de direction par des gens que je connaissais déjà, qui connaissaient mon parcours. Et du coup, voilà, j'ai pris un poste de direction. Et là... tu étais plutôt à l'aise de prendre la direction juste après franchement, très à l'aise. Être diplômée en tant qu'éducatrice de jeunes enfants? Oui, très à l'aise. D'accord. Oui. Ça m'a pas posé de problème, franchement. L'équipe, je connaissais.
Tu étais à l'aise. J'étais à l'aise entraîner. Oui. J'étais très à l'aise. Je savais déjà ce que c'est que le travail en équipe, comment impulser une équipe, comment conduire les projets. Tout ça, je connaissais déjà. Et après, bon, c'est l'administratif que j'ai dû apprendre. Oui. Oui, le côté administratif, bon, je connaissais un peu, mais pas trop. Ben, j'ai dû apprendre, mais bon, ça m'a pas causé de problème. Le vrai souci d'une direction, c'est pas c'est pas vraiment le travail le travail administratif. Les logiciels, on les apprend. C'est comment conduire ton équipe Qui est compliqué. voilà, qui est compliqué. Mais là, j'étais à l'aise, voilà. Oui. Tu Mm. t'entendais bien avec les personnels, Oh, donc il n'y a pas de souci, il n'y oui. avait pas vraiment un problème. Oui, ouais. Dans ma vie, j'ai fait beaucoup de choses où j'ai conduit des équipes. Du Oui. coup, ça m'a servi à, voilà. D'accord. Donc aujourd'hui aussi, j'aimerais bien qu'on aborde un peu le sujet. Je pense que tu as l'habitude sur le terrain, les transmissions des parents avec les professionnels. Je voulais te poser quelques questions et que tu me dises, selon toi, qu'est-ce que tu en penses? Mm. Solange, selon toi, est-ce que c'est les transmissions parents professionnels? Enfin, dans le milieu de la petite enfance, on sait qu'on accueille des enfants chaque matin, chaque soir, les parents ils viennent les chercher. On fait les transmissions avec les parents, c'est la base des bases, pour commencer. Mais selon toi, qu'est-ce que c'est une bonne transmission en fait? C'est quoi une bonne transmission? Cette question, je l'entends beaucoup et Est-ce qu'il y a une bonne transmission? oui. Ouais. Moi, je pense qu'il y a une bonne transmission. Je recommence à dire, c'est quoi une bonne transmission? Alors, j'entends beaucoup cette question, voilà. Et des fois, je suis pas satisfaite de la réponse qu'on donne à cette question. On me dit souvent que non, la bonne transmission n'existe pas. Si, Il existe donc une bonne transmission il selon existe toi? donc une bonne transmission. Une bonne transmission, c'est la transmission qui donne aux parents comme aux professionnels les vrais outils nécessaires, je insiste sur le mot nécessaire, nécessaires pour la continuité de soins de l'enfant. Les D'accord. outils nécessaires. Alors, des informations qui au lieu que ce soit des informations qui aident le parent à prendre soin de l'enfant, c'est plutôt des informations qui Le mettre- dévalorisent l'enfant devant son parent. D'accord. Et ça, c'est les mauvaises manières de faire la transmission. D'accord. Tu as des exemples? Les exemples, j'en ai plein. Un parent qui arrive le soir Oui. et vous l'accueillez en disant: ah là 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 là, la journée était très très dure, hein. Franchement, il a mordu, il a frappé. C'est-à-dire le parent n'a même pas eu le temps de souffler. Direct, vous commencez à lui dire que son enfant était infernal. Et vous commencez à lui dire qu'il vous a confié un monstre. Vous commencez à lui dire que... Mais ça, c'est la très mauvaise manière de faire l'information. D'accord. Pourquoi l'enfant a frappé? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Vous avez suivi l'histoire? Pourquoi il a frappé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il arrive à frapper? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il arrive à mordre? Et qu'est-ce que vous avez fait? Après, c'est pas un coup de baguette magique, hein. On va pas dire que parce qu'on l'a accompagné, l'enfant ne va plus mordre. Oui. Il va peut-être continuer à mordre, mais il y a un cheminement à faire qui fera que il va arrêter au bout d'un moment. On le sait tous qu'ils mordent, ils ont des phases où ils mordent, ils ont des périodes où ils mordent et des périodes où ils arrêtent de mordre. Mais c'est nous, les professionnels, qui devons accompagner D'accord. l'enfant. Donc, un parent qui arrive et que la professionnelle doit faire les transmissions, si c'était une journée très compliquée pour l'enfant, elle est censée d'abord revoir en équipe avant d'aborder le sujet face à son parent le soir. Le parent pose la question de savoir pourquoi il a mordu. Ah, je sais pas, c'est ce qui est écrit dans le cahier. Un C'est de manque ça de que tu veux me parler. communication entre professionnels, du coup. Exactement. Un manque de transmission autant que professionnel. Alors, quand vous n'avez pas assisté à la scène, franchement, ça, je vais te cacher avec toutes les professionnels. Quand vous n'avez pas assisté à la scène, quand vous n'avez pas les tenants et les aboutissants du problème, mieux vaut ne pas dire aux parents. Parce... La plupart du temps, les parents, ils sont très... Il y a des parents qui prennent très mal cette information, Mais bien sûr. qui le prennent très mal et qui, du coup, se retournent un peu contre la professionnelle. Mais vous savez pourquoi ils se retournent contre la professionnelle? Mais justement, c'est pour ça. J'arrive, tu me dis, ton enfant a mordu. Oui. Oui, moi, je veux bien savoir pourquoi il a mordu. Tu as fait quoi? Alors que quand vous dites aux parents le contexte, vous dites aux parents le contexte et vous dites ce que vous avez fait après, ça soulage, ça console, ça conforte le parent. Il se dit, ah ben tiens, je suis face à une professionnelle qui sait ce qu'il faut faire.
Il me donne juste, le professionnel me donne juste l'information pour que je le sache. Pour que je sache qu'il est peut-être nerveux aujourd'hui, que je l'accompagne dans ce Oui. sens. En général, le parent ne se fâche pas. En général, ça se passe beaucoup mieux. Mais bien sûr que ça se passe mieux. Il est beaucoup moins inquiet parce que du Mm. coup, ça crée beaucoup d'inquiétude, même à la maison. Exactement. Exactement. Si vous l'avez accompagné, le parent, ils se sont en confiance avec vous. Et donc, mais si vous ne l'avez pas accompagné, vous n'avez rien dit. Je vais vous dire un truc. Un parent qui a passé 8 heures de travail, qui a les têtes enflées comme ça, qui a le plaisir de venir trouver son enfant, sa bouée de sauvetage, son souffle d'énergie, vraiment, voilà. Il arrive, tout ce qu'il veut, c'est prendre son enfant et l'embrasser. Clairement. Voilà, faire un gros câlin, un gros bisou, tu m'as manqué toute la journée. Il arrive devant vous, vous lui dites, eh bien, vous nous avez confié un monstre. Et du coup, il arrive, il a la joie de venir retrouver son enfant direct. Vous lui coupez cette joie-là. Vous enlevez. Non, vous vous rendez compte de ce que vous faites aux parents. C'est violent, ça. C'est très compliqué. C'est compliqué. Et des fois, l'enfant a passé une très bonne journée. Il a eu des très, très beaux moments. Mais sachez que si vous recevez un parent, on commence à dire il a mordu et que vous n'avez pas accompagné, le parent ne retient que ça. Comme tu l'as signalé, parfois pendant les transmissions, on oublie beaucoup le côté positif et de raconter ce que l'enfant il a fait vraiment dans sa journée. On entend beaucoup les transmissions que j'appelle les transmissions rapides. Tout va bien, bien manger, bien goûter. Il a passé une bonne journée. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ouais, c'est vrai que c'est la base. Et comment le parent il se sent face à ce genre de transmission? Eh bien, je peux vous dire que c'est la base. Hein. C'est ce que tout le monde fait dans la petite enfance. Il a bien mangé, il a bien goûté, il a bien... Mais en fait, vous savez, j'ai été confronté à un parent qui ne voulait plus écouter les transmissions, en fait. Quand il arrivait, il dit « ça va, oui, ça va », il prend son enfant, il s'en va. Mais tous les jours, on lui disait la même chose. En fait, c'était une cassette qu'on mettait, voilà, play. Automatique. Automatique, c'était la même chose. Mais c'est pas ce que le parent attend. Vous avez passé 8 heures avec son enfant. Vous avez passé 10 heures même avec son enfant. Mais ce qu'il veut savoir, c'est réellement ce que l'enfant a fait. Des choses extraordinaires qui sont passées dans la journée et tout. Vous savez, moi, je me rappelle, la dernière fois, j'ai dit à un parent, ah oui, oh là là, c'est un fin lecteur. Hein. Aujourd'hui, il a lu, voilà, c'est un petit qui aime beaucoup Le Roi Lion. Aujourd'hui, il nous a chanté Le Roi Lion, il a lu, mais franchement, il est à fond dans Le Roi Lion et tout. Il a lu, et en plus, il aime beaucoup les livres. Il a passé la moitié de la journée à la bibliothèque. Il cherche un livre, il venait. C'est tout simple. Mais le parent était content d'avoir appris ça, que mon enfant aime la bibliothèque, mon enfant a chanté Le Roi Lion. Des petits détails. Des petits détails. Il y a plein d'anecdotes de la journée que nous, on néglige. Mais non, mais c'est ça qui remplit la transmission. C'est ça, c'est pas il a mordu, il a tapé, il a bien mangé, mais c'est quoi il a bien mangé? C'est la question que je vous pose, enfin que je te pose surtout. Qu'est-ce que c'est en fait ce genre de transmission? Enfin, pourquoi de la petite enfance c'est aussi banalisé et, que tout le monde le fait? Mais parce qu'en fait, ça revient, ça même pas pourquoi ils disent la transmission. Ils donnent des transmissions aux parents. Bah, je lui parle de il a mangé, il a... Mais du coup, voilà, c'est machinal, c'est devenu automatique. C'est juste, il a mangé, il a bien mangé, il a bien dormi, point final. Mais c'est pas ce que le parent attend. Il faut savoir le pourquoi du comment. Le parent attend qu'on lui dise ce que son enfant a fait dans la journée. C'est des petites anecdotes. Vous savez, il a bien mangé, il a bien dormi et tout. Des fois, ils s'en foutent pas mal. Bah, la plupart du temps, c'est que du coup, comme tu as dit, c'est une cassette. Mais voilà. Ça tourne tous les jours. Voilà. Et que ça tourne tous les jours. Par semaine. Oui. Mais il faut, franchement, on peut pas dire que de 8h30 à 17h30, il n'y a pas eu un petit truc que l'enfant a fait, qu'on peut dire à son parent. Il y a des jours, oui, il n'y a rien d'extraordinaire, mais il y a des jours où, des fois même, il se passe des choses vraiment bien, mais on ne le dit pas. On dit juste qu'il a mangé, qu'il a dormi, qu'il a fait pipi 4 fois, qu'il a fait caca 4 fois. C'est ça. Mais parce qu'on est dans une routine où c'est ça qui est important. C'est vrai, ça reste des phases, des moments très importants de la vie de l'enfant, mais des anecdotes, des petites choses qui se passent aussi, c'est des moments très importants de la vie de l'enfant.
De le rajouter, de ne pas oublier. Mais bien sûr, à ne pas oublier. Vous savez, les parents, des fois, il y a des parents qui ne voient pas grandir leur enfant. Ils viennent les laisser à 8h30, ils viennent les rechercher à 18h30, mais ils veulent savoir ce que l'enfant fait. Et souvent aussi, beaucoup de parents se sentent coupables. Oui, Du coup, ça n'aide pas forcément ce genre de transmission. Ça peut être un peu compliqué pour eux de l'entendre. peut-être qu'on va éviter de dire aux parents, voilà, qu'on dira après, on laissera les parents découvrir ça, les premiers pas de l'enfant par exemple. Les premiers pas de l'enfant, moi je conseillerais aux professionnels de dire par exemple aux parents, ah essayez de le laisser entre deux tables, vous allez voir comment il va faire, mais ne dites pas qu'il a fait les premiers pas à la crèche. Oui. Voilà, ça c'est un fait. Ne dites pas, voilà. C'est de voler le bonheur. Exactement. Laissez le parent le découvrir. Si un enfant commence à faire les premiers pas chez vous à la crèche, il le fera à la maison. Oui. Vraiment, laissez le parent découvrir le premier pas. Si le parent vous dit, ah, il a fait ses premiers pas, là, ce qu'il fera chez vous, ah, oui, vous avez raison, il a fait plusieurs pas ici. Vous laissez, mais la primeur, il faut le laisser aux parents. C'est ça. C'est ce genre de choses qui font que les parents peuvent être mal à l'aise. Tout à l'heure, tu m'avais dit qu'il y avait. Tu as été face à à un parent qui ne voulait plus écouter les transmissions tellement c'était mécanique. Comment une professionnelle, du coup, peut être face à ce genre de parents? Parce qu'il y a des parents qui sont comme ça naturellement. Comment aborder un parent qui ne veut pas écouter les transmissions ou qui ne veut pas forcément le matin faire les transmissions correctement parce qu'ils sont pressés pour aller au travail ou voilà, les transmissions c'est beaucoup trop oublié et négligé. Voilà, oui. Avant d'aborder la question, j'ai parlé des transmissions du côté des professionnels qui donnent des transmissions mécaniques et voilà, très répétées et tout. Mais j'oublie pas les parents aussi. Oui, il n'y a pas que les professionnels. Voilà. Les parents aussi ont tendance à cacher des renseignements nécessaires et importants pour la prise en charge de leur enfant. Je vous donne un exemple que j'ai vécu il n'y a pas longtemps. Un enfant qui arrive à la crèche. Voilà, c'était pas important pour elle de dire que son enfant fait 39,5 à la maison et qu'on lui a donné, vu qu'on lui avait donné Dolipan à 20h, du coup, on n'a pas jugé nécessaire de vous le dire. Parce qu'il y en a même qui donnent le matin. Oui, il y en a même qui donnent le matin. Ça, et que c'est encore plus dangereux. Exactement. Et ils retiennent d'autres informations. Et puis, je vous dis pourquoi la mère, finalement, n'avait pas dit que l'enfant avait 39. Parce qu'elle devait aller au travail. C'était important pour elle d'aller au travail. Mais si elle disait que l'enfant fait 39,5 le soir, elle avait peur qu'on dise qu'on ne peut pas recevoir l'enfant. Parce que du coup, oui, il y avait une période pendant le Covid où on n'acceptait pas les enfants qui ont fait de la fièvre. Qui ont fait de la fièvre, voilà. Du coup, elle a gardé l'information et quand l'enfant fait 40 de fièvre, là, elle dit « Ah oui, hier soir, il avait fait 39,5. » Mais c'est... En fait, les parents ne se rendent pas compte que c'est hyper dangereux. C'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est vrai, tu viens de parler d'un cas où, oui, l'enfant est venu le matin, vers 9h, l'enfant fait 38,5. On appelle les parents pour savoir si on peut lui donner de Doliprane. Ah non, il est quelle heure? Non, ça fait pas 6h, il avait eu de Doliprane à 7h. Mais... Où sont les transmissions? Où sont les transmissions? Dans les transmissions, il a dit l'enfant va bien. Tout va bien. Il a bien dormi, bien mangé, il n'y a pas de souci. Alors que l'enfant fait de la fièvre. Bon, imaginez-vous qu'il avait pris le Doliprane à 6h, qu'il arrive à 8h30, il fait 42 fièvres. On dit, ah, on ne peut pas laisser comme ça. On lui redonne une autre dose de Doliprane sans appeler les parents. Et des fois, il peut arriver qu'on appelle les parents, qu'on n'arrive pas à joindre des parents. Et l'enfant a 42 fièvres. Et normalement, on est apte à donner du Doliprane parce qu'on a l'autorisation. On a l'autorisation de donner de Doliprane. Et là, on se dit 42 fièvres, il faut faire baisser vraiment il faut vraiment faire baisser la fièvre. On peut rien faire. Et on lui donne une autre dose de Doliprane parce qu'on n'a pas pu vous joindre. Mais vous voyez quel danger. Un surdosage. Mais un surdosage. Il y a des parents aussi qui retiennent, voilà. Dites-le à la crèche pour que la crèche sache comment accompagner l'enfant. Cet enfant. Vous dites rien, ça, tout va bien? Oui, tout va bien. Bon, ok, tout va bien. Et là, le soir, vous venez, ah oui, c'était un peu compliqué pour lui, dans les bonnes transmissions.
un peu compliqué pour lui. On a dû... Ah oui, ce matin également, il était Oui. vraiment... Non, ouais, souvent c'est ça. Mais vous n'avez pas dit que ce matin, il n'était pas bien. Sinon, si. Et là, ça me fait penser à une chose, c'est être face à un parent qui a l'habitude de faire les transmissions avec une professionnelle référente. Et une fois qu'il est face à d'autres professionnels, il a du mal avec cette professionnelle-là, en fait. Comment la professionnelle elle-même peut se sentir face à ce genre de parents, comment elle doit aller vers ce genre de parents pour les accompagner et les rassurer, et comment le parent, lui, il peut faire confiance à une autre professionnelle qui n'est pas la référente. Oui, c'est vrai que ça, c'est Pendant quelque les chose... transmissions, il se peut, désolé, pendant les transmissions, ça arrive souvent que des professionnels refusent un peu de faire les transmissions parce que du coup, ils savent que c'est un peu compliqué avec ce parent-là parce qu'il a l'habitude d'être avec la référente. Comment est-ce qu'elle peut, en fait, passer ce cap-là de gérer ses émotions, quoi. La professionnelle, gérer les émotions. Pour la professionnelle, c'est ça? Et le parent, Oui. après. Oui, bon. La professionnelle, après, tu as bien dit, hein, la professionnelle. On est professionnel. L'état d'âme du parent, comment il est, on fait abstraction de ça. On fait notre boulot, notre métier comme il se doit. Ils sont pas tous pareils. Est-ce qu'une professionnelle, du coup, doit s'adapter un peu aux parents qu'il a en face, quand même? Mais bien sûr, regarde, ce que je veux dire, c'est que tu dois t'adapter aux parents qui sont en face de toi. Je suis d'accord, tu dois t'adapter aux parents. Mais sans pour autant oublier ce que tu vas faire. Le temps de repas reste le temps de repas. L'échange resteront l'échange. La sieste restera la sieste. Le jeu de l'enfant restera le jeu, mais seulement pendant le jeu, on fera un peu plus attention à lui, on va essayer de l'accompagner et tout. Mais la trame est là. C'est ce que je veux dire. Quel que soit le parent qu'on a en face, on respecte ce qu'on doit dire dans les transmissions. On le respecte. La base. La base. On garde la base de D'accord. nos transmissions. D'accord. Et en fait, je pensais aussi par rapport aux professionnels, enfin, nous sommes aussi des professionnels de la petite enfance. On a aussi des émotions. Oui. Et il se peut qu'une professionnelle, du coup, a beaucoup de mal avec un parent. Comment elle peut faire pour passer au-dessus de ce ressenti-là, en fait? Ça me plaît cette question. Cette question me plaît beaucoup. Mais parce que, en fait, c'est légitime que le parent se pose la question sur son enfant. C'est vrai qu'on a nos émotions. C'est vrai qu'on ne va pas se cacher. Hein. Il y a des parents qui nous énervent. Personnellement, moi, j'ai des parents qui m'énervent. Nous avons nos émotions. Je n'en disconviens pas. Nous sommes des êtres humains. Il y a un cœur qui bat aussi. Hein. Il y a un cerveau qui fonctionne aussi. Mais n'oublions pas que lorsque nous sommes face aux parents, nous sommes des humains, bien entendu, mais nous sommes des professionnels avant tout. Devant un parent, on est des professionnels. Je dis toujours et toujours à tous les auxiliaires, quand un parent vient te poser une question, il ne faut pas répondre comme un parent. Toi, tu dois répondre comme un professionnel. C'est en répondant comme un professionnel que le parent aura confiance en toi. Parce que le parent, quand il vient se plaindre de quelque chose, mais il veut entendre ce que toi, professionnel, tu vas lui dire. Oui. Qu'est-ce que tu vas lui donner comme réponse? Il ne s'attend pas à ce que tu lui dises tu veux qu'on mette un casque à ton enfant. Ça, c'est son cousin à la maison qui peut lui répondre comme ça. Toi, tu es professionnel. Oui. Tu es censé l'accompagner. Mais carrément. Tu es censé l'accompagner en lui disant réellement, voilà. Nous oublions des fois aussi, que les parents aussi oublient, hein. Nous sommes dans une crèche. Nous sommes dans une crèche. Une collectivité. Il a ramené son enfant avec un plâtre. En nous disant, son frère l'a poussé de la table. Il s'est cassé le bras. Un enfant avec un plâtre, on ne prend pas à la crèche, ça c'est sûr. On lui a dit non, on ne peut pas accepter l'enfant, il a un plâtre, on ne peut pas. C'est impossible, on ne peut pas accepter. Mais l'enfant s'est cassé le bras à la maison. Avec son frère. Mais une griffure, à la crèche, il ne comprend pas, il ne supporte pas. À la maison, ils sont 2. À la crèche, ils sont 15. Au plus. Au plus. Ils vivent ensemble, ils mangent ensemble, ils jouent ensemble. Quand il y a une griffure, c'est limite normal. Mais c'est normal. Mais en fait, le problème, c'est carrément. que nous qui sommes professionnels,
on dit c'est normal. Oui. Mais le parent ne vit pas avec nous 24. Le parent n'est pas dans la crèche. C'est-à-dire ce que nous on trouve normal, le parent ne trouve pas Il normal. faut qu'on le rassure. Il y a quelqu'un qui a dit que les enfants de la crèche étaient agressifs, limite c'était des psychopathes. Oui, qu'à la crèche, les enfants sont pas bien, il faut que lui, il éduque les parents à éduquer leur enfant, à ne pas taper les autres enfants. Moi, j'ai entendu ça, j'étais tombé des nues, je me suis dit, mais est-ce qu'elle sait de quoi il s'agit? De quoi elle parle, en fait? Est-ce qu'elle sait de quoi elle parle? Mais bien sûr qu'elle ne sait pas de quoi elle parle. Les émotions d'un enfant, du jeune enfant, elle ne sait pas. Nous, on l'a appris à l'école. Les émotions du jeune enfant, comment accompagner, l'agressivité chez les enfants. C'est quoi l'agressivité chez un enfant? Elle ne le sait pas. Il faut l'accompagner sur ça. Lui faire comprendre que ce qu'elle appelle agressif, c'est juste un langage. Carrément. C'est juste un langage. Même la morsure. Mais les parents ont du mal à comprendre que la morsure pour un enfant, c'est un langage. La morsure. Oui. Taper. Taper. Quand l'enfant mord, quand on a mordu son enfant, il se dit mais c'est pas possible. Mais des fois, il se rend pas compte que c'est le meilleur copain de son enfant qui mord son enfant. La plupart du temps. La plupart du temps. C'est vraiment les enfants qui sont proches et qui jouent ensemble. Qui sont toujours proches, qui s'aiment. Et ces deux enfants-là, il va mordre le copain. Mais si vous dites on va les séparer, mais vous pouvez pas les séparer. À la minute d'après, c'est celui qui a été mordu qui va dire non, je vais jouer avec lui. C'est les meilleurs copains qui se mordent. Mais c'est un langage. On ne laisse pas faire, certes, on accompagne des enfants qui mordent, mais c'est juste un langage. Ce n'est pas vraiment de l'agressivité. Et t'en penses quoi des professionnels qui, pendant les transmissions, disent quel est l'enfant qui a mordu son enfant, en fait? Mais bon, de toute façon, c'est une faute professionnelle. Ça, tu le sais. Tu peux pas dire à un parent que voilà, c'est Jérémy qui a mordu ton fils et tout. Alors, moi, je pose la question professionnelle qui disent le nom de l'enfant qui a mordu. C'est quoi le but? C'est quoi le but? Quand tu dis à un parent... En fait, cette question est très bien. Et j'aimerais aussi répondre... La même manière, je parle aux professionnels, je parle aussi aux parents. Parce qu'il y a des parents qui demandent qui a mordu mon enfant? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Mais souvent, j'ai l'impression que cette question-là, c'est surtout pour aller voir les parents de l'enfant. Mais ça ne change rien si nous, en tant que professionnels, on n'a pas fait l'accompagnement sur place. Parce que ça se passe avec nous, à la crèche. Je te donne un exemple. C'est très bien que tu poses cette question. Il y a un parent, l'enfant avait 3 ans, c'est les enfants de grande section de crèche. Quand son enfant a été mordu, l'enfant a dit « un tel m'a mordu ». Ah oui, là Oui. ils parlent, ils n'ont plus besoin de la professionnelle. Ils n'ont pas besoin de la professionnelle. Et le lendemain, le père arrive, le père trouve l'enfant qui a mordu son enfant, il s'approche et dit à l'enfant « Je ne veux plus que tu mordes mon enfant, hein. La prochaine fois, je vais me fâcher ». Il s'adresse directement au petit, à la petite, c'était une petite fille. « Je ne veux plus » et tout. Mais vraiment, en criant, vraiment c'était agressif. Et l'enfant était tétanisé, choqué par ça. Parce qu'il a appris que... Alors, je vais te dire un truc. Il n'a pas le droit. Ce qui se passe à la crèche est du ressort de la crèche. C'est aux professionnels de prendre en charge cet aspect-là. Si votre enfant a été mordu par un autre enfant, c'est la crèche qui va accompagner les 2 enfants. Ce n'est nullement à vous de venir intervenir, ni de parler à un autre enfant, ni d'aller voir les parents pour parler. Parce que vous sortez de votre cadre. C'est la crèche qui doit régler le problème, ce n'est pas à vous. Si la crèche, j'ai déjà vu les parents qui disent « Oui, mais la crèche ne fait rien ». Si la crèche ne fait rien, mais parce que la crèche sait qu'il n'y a rien à faire. Parce que nous, à la crèche, on sait que c'est un langage que ça passera. Ce n'est pas un enfant qui a un problème, c'est juste une phase qui doit te passer. C'est dommage, il a mordu votre enfant, mais ce n'est pas... C'est un langage. Voilà. Ce n'est pas un enfant qui a un souci particulier, c'est juste un langage. Voilà. J'aimerais aussi te parler un peu de la relation parent-professionnel très amicale. Qu'en penses-tu?
Eh ben, ça, c'est hyper compliqué. Parce que le parent, ce n'est pas ton ami. Lorsqu'on a une relation amicale avec un parent, on manque de recul. On n'a plus de recul par rapport aux parents, on n'a même plus de recul par rapport à l'enfant. On s'approprie l'enfant, on pense que c'est notre enfant, on a le droit de faire certaines choses sur l'enfant et on a le droit de parler aux parents. Et en général, quand on devient très amical avec les parents, on a une relation qui passe, qui dépasse le cadre de notre Professionnel. profession, qui dépasse le cadre professionnel et c'est très, très mauvais. Il n'y a plus de retenue, il n'y a plus de réserve. Et en général, ça finit par créer des problèmes. Parce que les parents n'auront plus de limites. Parce que pour eux, ce n'est plus la crèche, ce n'est pas une institution, La c'est... professionnelle, Voilà, qui est ma copine. exactement. La professionnelle qui sont amis avec tes parents vont parler deux fois des autres professionnels. Et le parent arrive le matin, c'est X qui fait les transmissions de ton enfant, il ne veut pas parler. Il faut toujours avoir une distance professionnelle avec les parents. On peut faire des compliments sur l'enfant, on peut faire mais il faut avoir une distance avec les parents, c'est très très important. Oui, mais une professionnelle qui s'entend très bien avec des parents ou ça arrive un peu dans le cadre amical, mais qui reste toujours professionnel, est-ce que c'est forcément un manque de professionnalisme? Si ça reste toujours professionnel, mais en fait le problème c'est que quand tu dis ils sont une relation un peu amicale et que ça reste professionnel, mais il y en a qui savent pas faire la part des choses. C'est ça le problème, c'est le danger qu'il faut courir. Il y a des gens qui restent, oui, ça devient amical, mais vraiment, quand c'est la profession, vous restez, et la personne reste professionnelle. Bien que vous êtes amis, on sort de la crèche, le parent l'appelle à la maison et tout, ils sont amis, tout, mais quand ils sont à la crèche, ils gardent la posture de professionnel. Vu les parents insulter une autre professionnelle parce qu'il a des problèmes avec une professionnelle avec qui Mince, ils s'entendent. Ben oui, sérieux? oui, t'es nul, dégage. Mais non. Ouais, t'es nul. Et la Wow. veille, la collègue l'avait dit, tu es nul. Et le Wow. parent vient redire la même chose. Ouais, il n'y a pas de distance. Très choquant. Traumatisant. Pour la collègue, un parent qui dit t'es nul. Et quelle relation veux-tu que ce parent-là ait avec la professionnelle? Bah oui. Voilà. Mais le matin, quand il n'y a pas le choix, qu'il y a Voilà, c'est ça le la problème. seule professionnelle Ouais. qui est nulle, Oui, qui est là. qui est là. Mais le vrai drame, c'est pas le matin quand. Mais quelle relation cette professionnelle-là aura avec cet enfant-là? Faut pas oublier que tout ce que nous faisons, ce sont les enfants qui en pâtissent. Celui qui est à la crèche toute la journée, c'est l'enfant. Ta mère m'a dit nul. Mince. Merci. Je continue pas. Oui. Mince. Moi, je te dis, oui, bah, je crois que ça sera un autre. On parle beaucoup de la crèche, ça, je viens à ça. On parle beaucoup des crèches, tout ce qui se passe dans les crèches et tout. Moi, je vous avoue, il y a plein d'histoires qui se passent en ce moment que je regarde sur Internet. Voilà, il s'est passé ça et tout. Quand j'écoute, je rigole au fond de moi. J'ai dit, mais en fait, ce parent, il montre que le mauvais côté. Je suis sûr qu'il y a, il y a sa part de responsabilité qu'il n'a pas dit. Il faut être résilient tous les jours. Passer au-delà de ce que font les parents. Parce que nous avons en charge les enfants. Les parents, vous savez, on vient tous des milieux différents. On vient tous bon, on m'a expliqué même il y a un parent qui a dit à une professionnelle, je vais te rentrer dedans, toi, et tout, voilà. Ouais, voilà. Oui, carrément, et tout. Mais Dans quel cas? dans une transmission, elle avait dit quelque chose qui ne l'avait pas plu par rapport à l'enfant et tout. Le parent est parti. Ouais. Mais du coup, comment réagir face à ce genre de parents, en fait? On reste professionnel. À la limite, ben non, je vais te rentrer dedans et tout. Répondre tout calmement et rentrer. Si vous voyez que c'est trop pour vous et que le parent vient jusqu'à vous tenir, toucher sur votre corps, vous partez. C'est mieux de partir que de rester là et de partir. Et la plus grande difficulté, c'est pas celle-là en fait.
On est dans la petite enfance, la plus grande difficulté, c'est après prendre soin de l'enfant dans la journée. Mm. Imagine-toi que tu sois référent d'un enfant et que le parent fasse ça. Là, il faut être résilient tout de suite. Il faut rentrer en toi, respirer un bon coup, dire le parent a fait ça, mais moi, je dois m'occuper de l'enfant. L'enfant, il n'a rien à voir. L'enfant n'a rien à voir dedans et je suis professionnel. Mon rôle, c'est de prendre soin de cet enfant, quel que soit alpha. Et se dire, ce que le parent fait, j'oublie, je laisse devant la porte, je m'occupe de l'enfant. Ne pas faire payer l'enfant ce que font les parents, c'est pas professionnel. Merci beaucoup, Solange. Je pense qu'on a fait un peu le tour des 3 émissions parents professionnels. Alors là, maintenant, j'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus par rapport à ton livre, Mon enfant à la crèche. Alors, Mon enfant à la crèche, c'est un recueil de plusieurs témoignages, en fait. Ce livre est venu face à... C'est vrai, c'est par rapport à tout ce que j'entends sur les médias, tout. Vraiment, c'est ça. J'ai fait un appel à témoins et les parents et les professionnels m'ont donné les témoignages. Dans ce livre, j'explique, je relate les témoignages et je donne mon point de vue derrière. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On parle beaucoup de la petite enfance, mais on ne connaît pas derrière ce que c'est que la petite enfance. Il y a beaucoup de gens qui nous lapident, hein, qui parlent, voilà. Ce qui m'a fait vraiment mal, ce qui m'a poussé réellement à écrire ce livre, c'est que j'ai eu un parent qui m'a dit « Ah ouais, moi je suis enceinte, mais je crains, je ne veux pas aller laisser mon enfant à la crèche. » Non. Je ne veux pas laisser mon enfant à la crèche. J'ai rigolé, j'ai dit « Non, tu te trompes. » Et, oui, mais tu entends tout ce qui se passe. J'ai dit « Mais tu sais combien de crèches il y a sur le territoire français ?» Mais Solange, que j'ai entendu partout. Des parents qui sont très réticents à laisser leur enfant à la crèche. Et ça, c'est pas du tout nouveau. J'ai l'impression qu'ils font plus confiance à l'extérieur qu'à l'intérieur de la crèche. Du coup, c'est une des inspirations qui t'a fait écrire ce livre-là. Exactement. En fait, dans le livre, franchement, ça me tient à cœur de conseiller à tout un chacun. Que vous soyez parent, déjà que vous soyez auxiliaire de la petite enfance, que vous soyez éjuillé, que vous soyez responsable de structure, que vous soyez parents, grands-parents et tout, de lire le livre. Parce qu'en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est que il y a plein de témoignages. J'ai donné des témoignages, j'ai donné mon point de vue derrière sur les témoignages et j'ai montré aussi ce qui peut faire qu'il arrive des problèmes à la crèche et tout, les raisons. Et surtout, j'ai voulu faire visiter la crèche de l'intérieur. J'ai voulu montrer ce que c'était que la crèche. J'ai donné aux parents les outils pour choisir la crèche, pour savoir ce que c'est que la crèche, pour comprendre comment fonctionne la crèche. Parce que beaucoup ne savent pas. Moi, dans mon livre, j'ai expliqué toutes ces choses-là. J'ai expliqué comment fonctionne la crèche, quels sont les différents types de crèches, quels sont les documents qu'un parent doit lire avant d'intégrer la crèche. Qu'est-ce que le parent doit savoir avant d'intégrer la crèche? Et j'ai aussi montré aux auxiliaires plusieurs choses. Comment accompagner les parents? Qu'est-ce qu'il faut savoir quand un parent vient face à toi? Et tous ces points qu'on a évoqués ici sont dans le livre. Le but de mon livre, c'était vraiment de faire visiter la crèche de l'intérieur. Et, ouais, et faire comprendre aux gens, aux parents aussi, que des fois, il arrive des accidents à la crèche parce que les parents ont occasionné ça. Des parents qui arrivent, qui prennent leur enfant, qui ouvrent la porte et qui laissent toutes les portes ouvertes jusqu'au portail. Voilà. Quand vous prenez votre enfant, vous partez avec votre enfant, il y a d'autres enfants qui sont dedans. Une minute d'inattention, l'enfant est sorti. Voilà. Et là, c'est la crèche qui prend, certes, parce que c'est la structure. Mais les parents, ils sont pour quelque chose. Et j'ai expliqué beaucoup de choses. Franchement, je conseille à tout un chacun d'aller acheter le livre et de le lire. C'est vraiment important. Et il est disponible dans quelle plateforme? Alors, le livre est disponible pour l'instant sur Amazon. D'accord. Que sur Amazon. Dans les jours qui viennent, il va être disponible dans d'autres plateformes, mais pour l'instant, je l'ai sorti que sur Amazon. D'accord. Voilà, le premier livre que j'ai écrit toute seule est partout. Vous pouvez le trouver à la FNAC, vous pouvez le trouver à l'Amazon, vous pouvez dans toutes les plateformes, même dans toutes les librairies et tout. Papa, maman, je suis moi, mais celui-là, il est exclusivement que à Amazon pour l'instant. D'accord. Bah, merci beaucoup.
De rien. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère te revoir bientôt pour une Oh, nouvelle thématique. avec plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et suivre la chaîne SOS Petite Enfance. Oui.